Et donc, le Gabon va s'installer donc dans cette crise multiforme. Sur le plan politique, la crise va se traduire donc par un blocage complètement du fonctionnement politique. Ce blocage, on va le voir au sein du Parti démocratique gabonais, Parti d'Ali Bongo, où il va y avoir de plus en plus de démissions, et de démissions de très hauts cadres. Donc, quand même, le sommet a été la démission de M. Guy Soubandama, président de l'Assemblée nationale depuis 19 ans, qui a démissionné au mois de mars du Parti démocratique gabonais et de son poste à l'Assemblée nationale. Et au passage, il y a une quinzaine de députés qui ont démissionné avec lui, expliquant qu'ils ne pouvaient plus, parce que Ali Bongo, quoi qu'ayant, l'une des raisons, c'est pas la seule, l'une des raisons, quoi qu'ayant la majorité au Parlement, parce que le Parlement gabonais compte 120 députés, mais 114 étaient du Parti démocratique gabonais, donc plus que la majorité, plus qu'absolue, se permettait quand même de légiférer par ordonnance. C'est-à-dire qu'il évitait même le débat avec ses propres députés. À tel point qu'en novembre 2015, ils vont créer des juridictions sans passer par le Conseil national de la magistrature. Il va légiférer par ordonnance. Le bâtonnier va saisir la Cour constitutionnelle qui, pour une fois, va dire le droit et dissoudre ces juridictions quand même créées par le président de la République sur ordonnance. J'espère qu'on voit un peu ce que c'est. Le président crée des institutions par ordonnance et la Cour constitutionnelle les dissout. C'est quand même assez grave. Mais bon, on est dans ce type de dysfonctionnement. Donc, la société civile, l'opposition n'ont eu de cesse d'appeler à un dialogue national inclusif. Ali Bongo a fermé ses oreilles, il ne veut discuter, négocier avec personne. La crise s'est répercutée sur le plan économique et social. On a vu un accroissement de la pauvreté avec la chute de tous les indicateurs sociaux qui sont aujourd'hui au rouge. Moi j'aime bien le rappeler, je vais encore le rappeler. D'après le rapport de la Banque mondiale sur la croissance et l'emploi au Gabon de 2013, le Gabon a le taux de redoublement le plus élevé au monde pour tous les pays pour lesquels cette statistique existe. Il est autour de 40%. Les salles de classe au Gabon, on a des classes de 200 élèves au collège. Au collège, on a des classes de 200 élèves. Le taux de réussite au bac en 2015 était de 18,5%. En 2016, il n'est plus que de 14,7%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Gabon, on a moins de 2 enfants sur 10 qui réussissent au baccalauréat. Mais tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. On se rend compte qu'aujourd'hui, plus d'un Gabonais sur 5 vit donc sous le seuil de pauvreté. Et le taux de chômage qui était de 20% en 2013 avoisine aujourd'hui les 35% en milieu des jeunes. On a vu une augmentation de la dette d'à peu près 140%. Aujourd'hui, alors elle avoisine les 50% de notre produit intérieur brut. Évidemment, cette dette extérieure et intérieure a entraîné la faillite de plusieurs autres petites et moyennes entreprises qui avaient des marchés avec l'État puisqu'elles ne sont pas payées. Tout ça contribue évidemment à augmenter le chômage. Et comme, je vais être correcte, il ne se soucie pas du tout du peuple, ne pas dire qu'il se fiche du peuple. En pleine période électorale, la Banque postale a quand même déposé son bilan le 30 juillet au Gabon, alors que l'élection présidentielle avait lieu le 27 août. Donc ils n'ont même pas essayé de maquiller en se disant bon ben ça va peut-être faire des mécontents, c'est pas leur problème. Le 30 juillet, le Gabon est le seul pays au monde qui n'a plus de banque postale. La banque postale a déposé le bilan, tous les petits épargnants, les fonctionnaires, personne n'a pu récupérer son argent. Personne. Ils ont même eu des salaires bloqués. Les salaires virés à la banque postale n'ont même pas pu être récupérés. Donc, imaginons le niveau de précarité. Au niveau sécuritaire, nous avons vu l'accroissement d'un phénomène particulier que l'on appelle au Gabon des crimes rituels, mais je ne vois pas en quoi ils sont rituels, c'est plutôt des assassinats à but fétichiste. Comme je l'explique dans le livre Gabon, pourquoi j'accuse, le système Bongo PDG a habitué ceux qui le gouvernent à accéder à des postes de responsabilité pour des raisons complètement irrationnelles, puisque les compétences ne suffisent pas. Bongo Père disait, je peux faire d'un chien un ministre et d'un ministre un chien. Donc quand c'est comme ça, quand un chien peut devenir ministre ou un ministre un chien, ça veut dire que les compétences, on n'en a que cure. On choisit sur d'autres critères. Alors quand les valeurs de travail, d'intégrité, de probité ne suffisent pas, tout le monde se tourne vers l'irrationnel. Et donc on se tourne notamment vers cette question de fétiche
qui font que pour avoir des postes, etc., on va pratiquer toutes sortes de choses. Et on a vu une recrudescence de ces crimes dits rituels. Avant 2009, d'après l'association Sacrée Internationale qui travaille sur ces questions, on avait environ 10 crimes par an. Aujourd'hui, au Gabon, on en est à peu près à 60 par an. Ça veut dire que chaque semaine, on découvre un corps mutilé. Parce qu'il est mutile, ce sont des assassinats, on coupe la langue, on enlève des organes, etc. à but fétichiste. Donc vous imaginez la peur aujourd'hui dans la population, on ne peut plus sortir tard le soir, on ne peut pas se promener. Et ce qui est terrible, c'est que les commanditaires de ces crimes ne sont jamais arrêtés. Ou quand ils sont arrêtés, ils sont libérés. Et à chaque fois qu'on a eu des noms, c'est souvent des personnes qui sont dans le sillage du pouvoir. Donc parmi les conseillers. Donc on attrape les exécutants, mais on n'attrape jamais les commanditaires. Et donc on est dans l'impunité la plus totale. Et c'est une banalisation de la vie qui est telle qu'ils commandent des crimes rituels pour 300 000 francs CFA. Ça veut dire 450 €, on demande d'aller tuer un être humain. Quoique ce n'est pas déjà normal, mais parfois les tueurs à gages, quand même, ils prennent des millions. Mais là, au Gabon, c'est pour des villes sommes que l'on envoie décimer les populations. Donc, au plan des libertés fondamentales, on s'est rendu compte que sous Ali Bongo, toutes les manifestations de l'opposition étaient interdites. Opposition comme société civile, on ne pouvait plus manifester. Donc on a fait un formidable bond en arrière, on est revenu avant 1990. Et on assiste donc à des arrestations arbitraires comme celles qui ont eu lieu le 10 juillet où la société civile a manifesté. Des leaders syndicaux ont été arrêtés avec leurs partisans. C'est le cas de Jean-Rémy Yama qui est toujours en prison. C'est le cas de Firmin Olo qui est un jeune leader de l'opposition qui a été arrêté. Landry Amion, c'est un activiste gabonais qui vit aux États-Unis, qui est arrivé au Gabon pour les élections. Il a été accueilli, chopé, il a été cueilli en zone internationale directement pour la prison pour avoir publié des vidéos sur Facebook, je signale. Nous avons Rodney Ecorezo, qui est aussi un jeune activiste qui voulait aller au Gabon créer une ONG qui devait veiller sur les personnes disparues, etc. Lui aussi, Rodney, il est actuellement arrêté. On a fini par trouver où il était, mais pendant un moment, on n'a pas su. Et donc, mais avec tout ça, Ali Bongo s'est présenté comme le candidat du changement. Ben, il y a des changements positifs et négatifs. Hein. Il va falloir comprendre dans quel sens on va aller dans le changement avec Ali Bongo. Et donc, on arrive à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Toujours dans son déni de droit, donc on va déjà voir le déroulement de la campagne. Ali Bongo va en campagne avant tout le monde. Il va en campagne avant tout le monde. Il appelle ça une tournée républicaine. Mais en réalité, c'est une campagne puisqu'elle est financée par le contribuable. Hein. On oblige les personnels de l'administration publique et même des entreprises privées à aller assister aux réunions d'Ali Bongo pour faire du monde. On assiste à la confiscation des médias d'État. Pendant la campagne, on a vu un affichage quasi exclusif d'Ali Bongo dans tout le Gabon. Les autres n'avaient pas de place. Et même ces affiches étaient placardées par les militaires. Alors, Ali Bongo prévoyait semer déjà la terreur pour rejoindre le professeur. L'un de ses slogans de campagne, c'était « Je veux la paix, je vote Ali ». Je pense que c'était clair. Bon, maintenant, il est soi-disant voté, on n'a pas la paix non plus. Donc, allons-y comprendre quelque chose. Ali Bongo avait préparé son coup d'État électoral comme d'habitude, et son coup d'État électoral reposait sur deux choses. Deux pieds. Le premier, c'était que l'opposition ne s'unirait jamais. Avec une pléthore de candidats, il s'assurait un passage tranquille, il pouvait falsifier les chiffres plus facilement, les inverser. Mais il s'avère que pour lui, le 16 août a été une date fatidique, puisque l'opposition a choisi de s'unir autour d'un candidat unique de l'opposition, à la personne de M. Jean Ping. Et donc là, c'était déjà un problème. Donc Jean Ping a été le choix de l'alternance que les Gabonais ont fait. Le deuxième pied sur lequel repose le coup d'État électoral d'Ali Bongo, c'est qu'il s'est dit, dès qu'on proclame les résultats comme au Congo, la nuit, je frappe tout le monde, je tue, je massacre, et puis tout le monde va se terrer, ils auront peur. Donc nous sommes là dans un terrorisme d'État. Par un président, ça ne lui suffit pas d'être dictateur, mais en même temps terroriste. Et donc, dans son déni de droit, il va violer le code électoral. Par le non-respect des délais de publication, des résultats, le code dit au plus tard 72 heures, mais les résultats, on les a obtenus 96 heures après. Il a violé le délai des 72 heures. On dit que le code électoral dit que les résultats, une fois publiés, doivent être affichés dans les bureaux de vote pendant 8 jours
pour que les électeurs viennent les consulter. Ça n'a quasiment été fait nulle part. D'ailleurs, le rapport préliminaire de la mission de l'Union européenne le souligne. Nous, ici à Paris, nous avons voté, on n'a jamais eu les résultats officiels, on ne les a jamais annoncés. Encore moins, ils n'ont jamais été affichés à l'ambassade. Ils ont été remplacés par les CRS que nous pouvions contempler en venant tous les soirs manifester. Et donc, il commet son coup d'État. D'abord, le PV qui centralise les résultats n'a pas été signé par les représentants de l'opposition à la commission électorale. Donc, il n'aurait jamais dû être transmis à la Cour constitutionnelle. C'est là qu'on aurait dû commencer à régler le contentieux, à savoir pourquoi l'opposition ne signe pas, puisque l'opposition contestait évidemment les chiffres de la province du Haut-Togo que nous connaissons tous. Qu'à cela ne tienne, ce procès verbal non signé par l'opposition a quand même été transmis à la Cour constitutionnelle et nous étions tenus donc d'aller au contentieux pour continuer d'être dans l'après-vote parce qu'on n'est pas sorti de l'élection. Et donc, le 31 août, le QG de M. Jean-Ping va être attaqué à l'arme lourde par des hélicoptères. On va avoir des bombardements. On est dans le maquillage. Ils vont arrêter, tuer. Ils sont venus, ils ont pris expressément le député Bertrand Zibi qui avait démissionné devant Ali Bongo. Ils sont rentrés dans le QG à 6 h du matin et ils ont dit « Nous voulons Bertrand Zibi ». Ils ont dit « S'il ne sort pas, on tue tout le monde ». Bertrand s'est rendu, il a dit « Vous ne tuez personne, je suis là ». Ils l'ont encagoulé, menotté, emmené, et ils ont quand même tué des gens après. Pendant longtemps, on n'a pas su où il était, mais nous savons aujourd'hui où il est et qu'il a été torturé. Et hier, il a été transféré à la prison centrale de Libreville parce qu'ils ont trouvé un fusil de chasse et des patogas dans sa maison. C'est avec ça qu'ils comptaient déstabiliser. Et donc, nous en sommes aujourd'hui à plus de 500 morts. Donc, c'est un massacre à huis clos, puisque comme au Congo, il a des exemples, il a coupé Internet, il a coupé les téléphones, tout est sous restriction, mais on a quand même pu, quand il libère un peu, parce qu'il a des pressions internationales, notamment M. Ban Ki-moon qui a demandé expressément que les personnes qui avaient été séquestrées, que j'ai les possibilités soient libérées, il a demandé qu'il rétablisse Internet et qu'il libère aussi tous les autres prisonniers parce qu'il y a à peu près 1500 personnes qui ont été arrêtées dans tout le Gabon pendant cette crise. Donc, et la plupart d'entre elles sont encore en prison, on n'a même pas la liste des détenus. Donc nous avons des familles qui ne savent pas si leur enfant est décédé ou s'il est en prison, donc on parle de portée disparue. Parce qu'en plus, la milice qui tue, ce n'est pas l'armée régulière, ce sont des milices, des mercenaires recrutés par Ali Bongo qui ont été intégrés à la guerre républicaine, qui sont cagoulés, qui tuent et qui emportent les corps. Donc aujourd'hui, on va certainement découvrir des charniers, puisque la mer nous rend des cadavres, mais criblés de balles. Et la plupart, ce sont des jeunes qui ont moins de 30 ans et qui ont des balles dans le dos. Ça veut dire que quand on a tiré sur eux, ils tournaient le dos pour fuir. Mais on les a quand même abattus. Donc on a des assassinats et non pas un travail de maintien de l'ordre. Ce n'est pas un maintien de l'ordre parce qu'on ne tire pas à balles réelles sur une population qu'on veut maintenir de l'ordre. Et avant de terminer, je voudrais nous dire ceci. Qu'aujourd'hui, on veut parler d'un conflit entre Jean-Ping et Ali Bongo. Ce n'est pas juste. Il n'y a pas de conflit entre Jean-Ping et Ali Bongo. Il y a un conflit entre Ali Bongo et le peuple gabonais qui a élu Jean-Ping. Ce peuple qu'il n'a jamais respecté et ce peuple dont il veut encore une fois voler le vote, mater et mépriser comme il l'a toujours fait. Donc aujourd'hui, M. Jean-Ping incarne l'alternance. Et je crois que en tant que candidat unique de l'opposition, le peuple gabonais aurait eu la même réaction eût été un autre candidat. Parce que le peuple gabonais a fait le choix de l'alternance. Maintenant, ce choix, c'est M. Jean-Ping qui l'incarne, mais de grâce, arrêtons de vouloir ramener ce qui se passe au Gabon à un conflit entre deux personnes. C'est un conflit entre un régime autoritaire qui ne respecte pas ses populations et qui a fait le choix de les massacrer pour se maintenir une fois de plus de force. Et donc, lorsque le président de la République est légitime, moi je crois que l'illégitimité dont juste les peuples africains aujourd'hui dans le monde dépend beaucoup et due en grande partie à l'illégitimité de leur pouvoir. Parce que quand un président est illégitime, il fait de son peuple un peuple illégitime. Parce que qui veut considérer les intérêts d'un peuple quand ceux qui sont censés le représenter ne les considèrent pas eux-mêmes? Et on voit bien ce qu'ils font, c'est qu'à la tête de nos États, ils font venir des entreprises, ils font venir d'autres mercenaires qui pillent et oppriment le peuple. Et aujourd'hui, le peuple gabonais tient à sortir de cette illégitimité
afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie et que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. Le rendez-vous des élections a été manqué, mais il est manqué par le pouvoir en place, qui a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire en respectant le vote du peuple. Mais ce rendez-vous n'est pas manqué par les populations, parce qu'aujourd'hui, le peuple gabonais fait preuve d'un courage qu'on ne lui prêtait pas, fait preuve d'une détermination qu'on ne lui avait pas prêtée. Nous voyons des Gabonais manifester dans le monde entier, et nous croyons que ce n'est pas encore perdu. Ce n'est pas raté pour nous. Nous avons confiance qu'avec notre mobilisation, nous allons vaincre ce pouvoir, et notre vote finira par être respecté.